critique Popper, c'est les pseudosciences, c'est-à-dire les discours qui prétendent être de la science, qui en prennent une partie de la méthodologie, mais qui ne le sont pas en réalité, et donc qui ne peuvent pas prétendre au titre de science, d'où pseudosciences. Il donne deux exemples qu'il connaît bien parce qu'il a étudié de l'intérieur ces deux doctrines. La première, c'est le marxisme. Le marxisme, doctrine fondée par Marx, explique que le capitalisme s'auto-détruira, c'est-à-dire qu'il y a des forces trop contradictoires dans le capitalisme qui le conduira à sa destruction. Le problème, c'est que Marx ne donne aucun fait très précis qui permet de comparer cela à l'expérience. Marx ne dit jamais que si tel et tel événement arrive, alors le capitalisme s'effondrera. Comme il n'y a pas ces repères, eh bien à aucun moment nous ne pouvons dire « Ah, cet événement a eu lieu et pourtant le capitalisme a résisté, donc Marx a tort ». Il n'y a pas de falsifiabilité du marxisme. Il est donc toujours vrai, mais ça veut dire qu'il n'est pas en rapport avec l'expérience. Il prétend être scientifique et toujours vrai, ce qu'il n'est pas en réalité. Popper fait la même chose avec la psychanalyse, cette doctrine inventée par le docteur Freud à la fin du XIXe siècle, qui affirme que les actions humaines seraient non seulement causées par la conscience, mais plus encore par un inconscient psychique, c'est-à-dire des forces, des affects, des souvenirs, des imaginations qui seraient à l'intérieur du psychisme humain, mais que celui-ci ne connaîtrait pas et qui le conduiraient à agir de telle ou telle façon. Là encore, ce que Popper reproche à la psychanalyse, c'est son incapacité à proposer des prédictions qui, si elles ne se réalisent pas, montreraient que la psychanalyse est fausse. Et c'est bien le problème, la psychanalyse a toujours raison, parce que si les choses ne se passent pas comme elle le prétendait, alors elle expliquera qu'il y avait des motivations qui étaient encore inconscientes, encore cachées, qui se sont révélées au cours de cette action. Autrement dit, elle se met dans une position où elle peut toujours expliquer a posteriori, après l'expérience, pourquoi l'expérience s'est passée comme ça et pas comme prévu. Et vous voyez la difficulté de cette explication a posteriori, c'est que comme elle vient après, c'est une justification qui permet de ne jamais remettre en cause la théorie. À aucun moment la psychanalyse ne peut dire « Ah, je me suis trompé ». Elle peut toujours invoquer, un peu comme par magie, un sentiment, un affect, un souvenir oublié qui passe grâce à ça à la conscience. Et elle n'a jamais à se remettre en question. Donc, si elle ne se remet jamais en question, s'il n'y a pas de prédiction qui montrerait que la psychanalyse est fausse, alors elle n'est pas falsifiable, et ça n'est pas de la science. Voilà, vous avez maintenant une présentation rapide du falsificationnisme de Popper, tel qu'il le présente dans La logique de la découverte scientifique en 1934, qui est un livre qui a révolutionné l'épistémologie contemporaine et qui est vraiment la base de la conception de la science actuelle. Même si c'est pour critiquer, on en revient toujours à Popper, parce que c'est lui qui montre de manière stricte comment peut fonctionner la méthode hypothético-déductive, au fond, utilisée en science depuis Galilée. Donc c'est vraiment un ouvrage clé. Et vous comprenez que la thèse de Popper repose sur deux grands fondements. Un, la science ne procède que par déduction en s'appuyant sur des hypothèses. Deux, un discours n'est scientifique que s'il accepte d'être comparé, de passer des tests face à des expériences. Nous avons vu les conditions de ces deux éléments de cette thèse. Il s'agit de voir maintenant si cela répond précisément aux difficultés rencontrées dans l'inductivisme. Et ça sera l'objet du grand C.